va parler aujourd'hui robotique mobile, on va parler convoyage, on va parler gestion de flux, on va parler simulation, donc tous les grands sujets qui nous occupent aujourd'hui. Et le but du jeu, c'est aussi de parler d'humains, parce qu'ils sont quand même au cœur de tous nos sujets d'intralogistique et de transitique, et de ROI, de retour sur investissement. Parce qu'on ne peut pas mener de projet si on n'a pas cette vision-là et si on n'a pas ce cap-là. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui par 4 experts que je vais laisser se présenter par ordre du plus proche au plus éloigné de moi. Et donc je vais laisser la parole à Guillaume Masson de KUKA. Merci, bonjour à tous. Donc, déjà présenté, moi c'est Monsieur Masson Guillaume. Je travaille pour KUKA depuis maintenant 15 ans et j'ai une spécialisation sur la partie AMR. Je travaille pour KUKA en avant-vente, en avant-projet sur les études techniques. Donc, je suis là pour assister notre équipe commerciale à trouver les bonnes solutions techniques pour répondre à un cahier des charges d'un client ou d'un intégrateur pour que le projet puisse être correctement chiffré et se déroule du mieux possible. Bonjour à tous, donc Florian Mironneau, moi je suis chez SPI depuis maintenant 5 ans en tant que responsable avant-vente. Donc moi je travaille avec les clients pour identifier leurs besoins, leurs problématiques et proposer des solutions sur mesure avec des fournisseurs ou alors avec des solutions internes qu'on peut proposer. Voilà. Merci beaucoup Florian. Julien? Donc Julien Burdon, je suis chef de projet supply chain depuis 5 ans au PASCA, donc pour le pôle achat supply chain Atlantique. On est une association qui accompagne des entreprises à la mise en place de leurs projets sur tout le domaine de la supply. Et donc surtout spécialiste dans mon cas des sujets de réimplantation, d'optimisation d'entrepôts avec de l'automatisation ou de la digitalisation. Et François? Donc, François Cogent, société UG Ingénierie. Donc UG Ingénierie, c'est on fait de la machine spéciale, de la conception de bureaux robotisés souvent, pour différents domaines à forte dominante mécanique. Donc pour des clients dans l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment, les biens d'équipement, la batterie en ce moment. Et donc moi je suis chez UG depuis 6 ans, avec un passage assez long en avant-vente également. Donc pour la recherche de solutions pour nos clients suite à leur cahier des charges, et depuis 1 an en tant que chef de projet, des projets sur lesquels on intègre des solutions de chez Beckhoff notamment. Super, merci beaucoup François. Donc, le but c'est que cette table ronde soit très interactive entre vous, donc n'hésitez pas à rebondir sur les propos des uns et des autres. Et le but aussi c'est de parler pragmatique et concret, que ce soit ancré dans vos expériences avec vos clients, ce que vous avez vu, ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour qu'on puisse avoir les clés d'un projet qui marche bien autour de la transitique. Moi, j'ai une première question qui, du coup, s'adresse à Julien. Quand une PME vous appelle, quand une entreprise industrielle vous appelle, qu'est-ce qui va déclencher chez eux le projet? D'où est-ce que ça part? Alors, en règle générale, le projet il va partir d'une problématique qui peut être de plusieurs types différents. Quand on parle de projet d'automatisation, de transitique, ça va en général être pour des questions de manque d'espace de stockage, manque d'espace pour la production. Ça peut aussi être une optimisation de flux, un problème des cadences qui ne sont pas efficientes, ce genre de choses, ou encore ça peut être pour des questions de main-d'œuvre. Dans certains bassins d'emploi, on va avoir un peu plus de mal à trouver du personnel pour s'occuper de certaines tâches. On va remplacer ça par des systèmes automatisés pour pallier à ce manque. Guillaume, est-ce que vous voyez des choses similaires quand les entreprises vous appellent? Oui, tout à fait, je suis en phase avec cette réponse. Je pourrais la compléter en disant que nos clients, la traçabilité est très importante sur la transitique automatisée. Pour pouvoir gérer le flux, savoir où se trouvent les contenants, les palettes et ce qu'on a produit, ça c'est quelque chose qui est moins facile à réaliser avec un cariste et un stockage plus traditionnel. Qu'est-ce qui pourrait aussi faire en sorte que le client soit
se dirige vers ce type de solution technique, c'est la sécurité aussi. Moi, je trouve que c'est très impactant. Aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes de sécurité et il existe plein de solutions qui ont été mises en place avec les caristes pour réduire les vitesses et travailler plus efficacement dans certaines zones. Mais ça ne limite pas le risque, alors qu'avec un AMR ou un AGV, vous allez quasiment l'effacer. Est-ce que les sujets, du coup, assez innovants là-dessus se retrouvent dans les besoins des industriels que vous accompagnez? Alors oui, on vient souvent vous voir pour l'innovation. Les clients ont souvent des hausses de production, de faire face à des hausses de production, des hausses de cadence, toujours des besoins par rapport à la disponibilité des ressources humaines notamment. Et donc, oui, le besoin, c'est souvent, quand ils viennent vers nous, c'est d'innover, de trouver des solutions alternatives à ce qu'ils ont déjà, ou simplement augmenter la taille de leurs équipements pour pouvoir répondre à des cadences plus importantes ou de nouvelles productions. Et donc, la recherche de solutions innovantes est pour nous un moyen de leur répondre, de répondre à leurs besoins. Et du coup, Florian, comment est-ce qu'on arrive à savoir si c'est les bonnes solutions qu'on est en train d'imaginer? Alors, pour déterminer que c'est les bonnes solutions, en avant-vente, un audit, enfin, j'avance audit, mais de bien comprendre le besoin est relativement important. Des fois, un cahier des charges ne suffit pas comment dire, à exposer toutes nos problématiques. Et c'est intéressant aussi d'avoir un regard extérieur, d'aller voir le client pour bien comprendre les problématiques réelles, quoi. Donc après, on a des solutions aussi en avant-vente de simulation de flux qui permet de déterminer du coup les goulots d'étranglement et les optimisations possibles. On peut faire aussi de la partie ergonomique, donc c'est-à-dire que on peut aussi aider les clients sur des systèmes comment dire, de casques virtuels à déterminer du coup leurs problématiques, parce que c'est des vrais sujets aussi. Alors, on parlait de cadence, etc. Mais on a des vrais sujets aussi de problèmes de TMS, des choses comme ça. Et du coup, sur la partie ergonomique, on peut proposer des solutions de simulation pour voir en fait les différentes hauteurs de manutention, etc. Et ça peut aider du coup aux clients de se projeter et de choisir une solution. Du coup, c'est extrêmement important de se projeter. Et est-ce que ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on peut placer le curseur entre la recherche de performance et de ROI et est-ce qu'on va réellement pouvoir aller gagner? Donc, le côté un peu réalisme. Guillaume? Comment bien placer le curseur entre la performance et le ROI? Moi, c'est vraiment sur l'étude en avant-projet qu'il y a un réel travail qui est fait dessus. Je suis d'accord, quand on visite le client, tout ne transpire pas dans un cahier des charges. L'entreprise a certaines habitudes, a certaines organisations de travail qui doivent être pris en compte et ne pas proposer une solution technique qui soit non plus aussi trop poussée et donc trop onéreuse pour arriver au résultat. On peut donner un exemple, par exemple. Souvent, quand on va placer des AMR dans un environnement, on se dit, le client se dit, je deviens tributaire du système. C'est-à-dire que si mon AMR ne fonctionne pas, si j'ai un problème de réseau Wi-Fi, si j'ai un problème de réseau informatique, mon flux de production, il est arrêté. Donc on va se dire, je vais soit doubler le système, et là, il faut bien juger que tout ça, ça a un impact coût, donc il faut peser dans la balance les deux éléments pour ne pas proposer trop de choses et bien cibler uniquement le besoin de départ. Je rebondirais aussi en disant que ça arrive, une des principales erreurs qu'on va voir quand on parle d'automatiser un process, c'est les entreprises qui vont se précipiter vers une technologie sans études préalables parce que ça fait bien, parce que ça fait ça met des étoiles dans les yeux un petit peu et en fait on va choisir la solution avant d'avoir cadré le besoin
Et ça, c'est vraiment une des erreurs principales qu'on va pouvoir voir régulièrement. Florian, quand j'ai changé un petit peu avec les collègues chez SPI, il y avait ce côté, tout ce qui est avant-projet, etc., le côté je cadre pour répondre à un besoin et pas pour répondre à une envie de technologie. Toutes les technologies que vous mettez à disposition aussi pour les clients sur cette phase d'avant-projet, ça va être voir avant d'investir. Est-ce qu'il y a des exemples de projets un peu potentiellement catastrophiques qui ont pu être évités à cause de ça? Alors oui, parce que c'était surtout sur de la gestion de flux. On a fait par le passé une très grosse ligne pour un client, et en fait dimensionner chaque machine était assez simple en termes de performance. Mais par contre, pour que toutes les machines fonctionnent en même temps à toute la performance et gérer les flux entre elles, était relativement important. Donc au début, on avait fait une simulation, on avait fait un jumeau numérique de la machine. Et sur la première version, la V0, ben, on était à 40% de la performance. Alors on se dit, ah mince, on a mis toutes les machines qui avaient une capacité qui répondait au cahier des charges, sauf que comment dire, l'ensemble des machines du coup et leur flux ne permettaient pas d'atteindre la cadence. Donc on a travaillé sur un algorithme, alors là c'est du coup de l'informatique industrielle, pour optimiser tous ces flux et arriver du coup à la performance demandée. Mais c'est relativement important, la gestion des flux, et ça a un impact relativement important sur votre productivité, parce que il y a de pouvoir atteindre une certaine cadence, mais votre machine elle a arrêté pour des problèmes de manque de matière, etc. J'ai pas, oui, 20% du temps, bah, vous perdez 20% du temps, la productivité. Ouais, on se retrouve souvent au début à devoir répondre à des clients qui veulent intégrer un système, une technologie dans un flux existant, sans forcément penser à retravailler tout le flux. Et en fait, intégrer une solution innovante dans un flux existant, il n'y a pas de miracle. Et donc il va falloir penser à des buffers, des systèmes qui permettent d'amortir un peu les cadences opérateurs versus les cadences machines, et qui permettent de gagner en TRS, parce que globalement une machine seule peut avoir un TRS très important. Par contre, l'opérateur qui a besoin d'avoir des fonctions annexes en dehors de la machine, il ne va pas forcément être disponible tout le temps pour la machine pour répondre toutes les 10 secondes aux sollicitations de la machine. Et donc on a souvent besoin de travailler sur les histoires d'autonomie, donc avec par exemple du mix technologique avec du convoyeur standard en entrée de machine par exemple, sur des convoyeurs sur lesquels on peut faire de l'accumulation, et pareil en sortie. Et par contre en intérieur de la machine, on va aller sur des technologies beaucoup plus performantes et qui nous permettent d'aller vite sans que ce soit dangereux pour l'opérateur ou sans que la machine soit ralentie par l'opérateur. Pour illustrer un petit peu ce qui a été dit autour de la table, sur un avant-projet, j'ai rencontré un peu des cas similaires où le client fait son cahier des charges en fonction de ses habitudes et de ce qu'il se connaît. Il dit j'ai un flux de production pour assembler des trains roulants de véhicules. Habituellement, ma ligne elle tourne comme ça, et donc je veux que ça soit fait par des AMR et que ça tourne comme ça. Oui, mais on pourrait vous proposer, en fin de compte, ça c'est le cahier des charges, mais on ne va pas répondre de cette manière-là, parce que ce qu'ils voyaient, c'était une vision très, pas AMR, mais AGV, les uns à la suite des autres, qui avancent en hippodrome. Et s'il y en a un qui est en panne, celui de derrière, il ne va pas pouvoir passer devant celui qui est à l'arrêt. Et en plus, ça fait un AMR, enfin un AGV sous chaque station de travail, puisqu'il est dédié, ils avancent tous les uns après les autres. Donc ça, c'était la vision du client. Et nous, on va répondre, mais on va répondre autrement. Ok, ça c'est votre cahier des charges, mais on va répondre autrement. On va plutôt partir sur la technologie AMR. L'AMR ne fait pas que éviter des obstacles et que changer de route, c'est pas que ça, c'est aussi le fleet manager qui est au-dessus et qui est capable de travailler en fourmilière.
C'est-à-dire que je vais exécuter la mission qui a besoin à l'instant T, et si on n'a pas besoin de moi sur le poste de travail de l'opérateur, je vais aller faire autre chose. Et en travaillant ce flux, en optimisant ce flux de travail, sur le projet, il y avait 18 unités AGV, on tombait à 13 AMR. Ah oui. Ouais, en optimisant le flux. Donc voilà, c'est le genre d'études et de conseils qu'on va pouvoir apporter en avant-projet. Je pense que vous, comme nous, du côté de Proxina, vous visitez pas mal de sites industriels. On parle de l'importance d'un bon cadrage. Est-ce que quand vous visitez un site, vous voyez tout de suite qu'au niveau cadrage, vous allez peut-être devoir mettre un petit peu plus d'efforts? Parce qu'il y a des signaux qui vous alertent. Alors, quand on visite un site industriel, on peut avoir quelques signaux d'alerte. Je pense notamment, alors c'est pas forcément la visite en tant que telle, mais la gestion de la data par une entreprise peut déjà mettre une alerte. C'est vrai que dans les projets, on va mettre en place des systèmes automatisés. La data est très importante dans un premier temps pour faire l'étude. Si on n'a rien pour analyser, pour définir des cadences, pour définir comment dire, des caractéristiques logistiques sur les produits, on va avoir du mal à dimensionner correctement la solution à mettre en place. Donc ça, je dirais que c'est une des premières alertes qu'on peut avoir. La seconde, ça peut être le fait qu'on veuille faire quelque chose peut-être sans intégrer l'ensemble des équipes concernées au projet. Ça peut être une alerte qui peut nous faire dire qu'il va falloir revoir quelque chose avant de se lancer dans un projet, parce que c'est très important que toutes les parties prenantes soient impliquées pour qu'un projet d'automatisation fonctionne. Guillaume ou François? Moi, ce qui peut m'alerter lorsque je fais une visite client, il y a plusieurs points. Il y a est-ce que le client il est prêt à faire évoluer un petit peu son flux? Parce que quand on parle d'un flux entièrement géré par l'homme et un flux entièrement géré par des systèmes automatisés, il y a quand même un gap. Il y a forcément des petites choses, des éléments à changer dans l'organisation. Donc ça, on peut voir si le client est réfractaire ou pas. Mais aussi le contexte social. On a pu faire un projet techniquement qui s'est déroulé feu du Dieu, mais les opérateurs n'étaient pas contents de voir le produit arriver au milieu de l'atelier. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact voilà, qui est important de prendre en compte. Emmener le personnel aussi dans cette démarche d'évolution en incluant par exemple les services de maintenance et les responsables logistiques du flux de l'usine à participer aux réunions, aux avant-projets avant de déclencher le projet pour que toutes les avis soient pris en compte et que les gens se sentent bien intégrés dans les projets. Du coup, on va sur place, on cartographie les flux, on repart du besoin du terrain, on intègre tout le monde. Comment est-ce qu'on valide ensuite? Est-ce qu'il y a peut-être des étapes de validation, des méthodologies de validation où on s'assure qu'on va dans le bon sens? Oui, alors sur la partie solution, une fois qu'on a bien identifié, et ça c'est vrai qu'il faut d'abord passer par cette étape-là de bien identifier le besoin, on peut proposer différentes solutions. Et on peut mettre le curseur aussi plus ou moins haut en termes d'automatisation. On a des affaires où la transition entre tout automatiser, robotiser et puis rester en manuel se fait pas à pas. Donc on a pas mal de projets d'ailleurs à l'heure actuelle où on automatise une partie et l'autre partie reste encore manuelle pour aller progressivement et intégrer du coup les premiers concernés, les opérateurs. C'est sûr, si on remplace directement un opérateur par un système robotisé, etc., ça va être compliqué à intégrer dans la société. Donc, il faut y aller progressivement. Et c'est aussi bien d'y aller progressivement parce que des fois, on veut aller trop vite et tout automatiser, tout robotiser.
Et on voit qu'en fait, notre processus, euh, nos produits ne sont pas adaptés forcément à être automatisés dès le début, quoi. Juste rebondir rapidement, parce que ça me fait penser qu'il y a aussi une dimension qu'il faut prendre en compte, c'est les ressources internes de l'entreprise quand on rentre dans ce type de projet. Par rapport aux alertes dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il faut avoir les capacités de piloter et de gérer un projet, d'avoir les disponibilités pour participer à l'ensemble des phases qui vont amener au déploiement du projet. Donc il faut avoir des capacités aussi en interne pour libérer les gens sur des projets. Ça aussi c'est important et ça peut être un point d'alerte qu'on peut remarquer quand on va visiter une entreprise pour la première fois qui voudrait mettre en place ce type de système. François, je te vois acquiescer. Oui, moi ça me fait penser à l'expérience que j'ai eue récemment chez un client où en fait parfois on intervient seulement à la demande des services d'industrialisation et puis on rencontre que ces gens-là, éventuellement la maintenance et ça s'arrête là. Et là dernièrement chez un client on a fait une démonstration, une revue d'études d'une machine avec la réalité virtuelle et mon interlocuteur qui est du pôle industrialisation, a fait intervenir les opérateurs, la maintenance, les achats, voilà, un peu tous les services d'une entreprise. Alors c'est une grosse boîte, ils ont les moyens d'isoler les gens un peu de leur métier pendant 20 minutes, une demi-heure. Et enfin, c'est un super moment, ça permet à tout le monde déjà de prévoir, d'anticiper l'arrivée de l'équipement dans leur vie. C'est super intéressant, c'est une bonne journée. Moi, je retiens de cette première partie de discussion qu'il faut cadrer le projet, partir des besoins du terrain, et quelque chose qu'on a beaucoup répété ce matin, c'était impliquer les humains et impliquer les opérateurs pour que ça se passe bien. Maintenant, on va parler un peu robotique mobile. À Proxinov, nous, on a pas mal de demandes d'industriels qui viennent nous voir et qui nous disent on veut mettre du cobo, ça va résoudre nos problèmes. Maintenant, on a aussi on veut mettre du robot mobile, ça va résoudre nos problèmes. Vous, ça fait quelques années, c'est depuis 2008 que KUKA fait de la robotique mobile. Est-ce qu'il vous arrive encore en fait d'avoir ce type de demande et comment est-ce que vous répondez? Alors oui, c'est clair que ce type de demande est très fréquente. Peut-être un peu moins poussé aujourd'hui sur la robotique mobile que sur le robot collaboratif, mais ça l'est. Très régulièrement, on voit, j'ai un process, je vais mettre un robot collaboratif en place et ça va marcher, ça va être le feu de Dieu. Oui, mais votre process, est-ce qu'il est réellement collaboratif? Ah non, je dois faire ça et l'opérateur, il est là. Ah oui, ouais, c'est du voisinage, quoi. C'est pas de la collaboration. Collaboration, c'est quand j'ai besoin de mettre une vis dans une boîte et que la boîte ou le support dans lequel elle est vissée, il est tenu par l'opérateur. Et il y a vraiment de la collaboration. Sinon, c'est du voisinage. Après, les clients, ils reçoivent leur robot collaboratif et ils disent ah mais j'ai pas ma cadence. Ah, oui, c'est un robot collaboratif, ça va doucement, c'est normal, c'est le principe. Et donc sur la partie robotique mobile, c'est la même approche. On va se dire j'ai un cariste, il faut absolument que je l'enlève, ou le flux il est trop dangereux, il faut absolument que je l'enlève, je vais mettre un AMR ou un forklift ou que sais-je à la place. Bah, non, il faut quand même étudier la solution, il faut voir s'il y a un réel besoin et si ça a vraiment apporté un gain. Ça ne doit pas être une lubie, il faut vraiment que ça se termine. Parce que ça peut desservir aussi l'entreprise de mettre un moyen de production qui ne convient pas aux besoins. Les opérateurs et les agents d'exploitation dans cette entreprise, ils vont pas être en phase aussi avec ça, ils vont pas, ça ne va pas. Donc ça nous arrive, nous, de décliner des sujets parce que ils sont pas viables, enfin, quand au long terme, ils sont mal approchés. Et du coup, Julien, comment est-ce qu'on approche justement bien pour que le robot mobile, ça ne soit pas le convoyeur de luxe? Alors, déjà, je vais revenir sur un cas qu'on a eu il y a quelques temps pour une entreprise donc, qui nous avait missionné pour implanter un bâtiment, un nouveau bâtiment de logistique. Et qui, dès le début, nous a dit on est en contact avec une entreprise qui fait des AGV, on veut mettre des AGV en place parce que ça change, ça fait évoluer l'image de l'entreprise, etc., etc. Donc on va mettre des AGV. Donc ils avaient déjà commencé à discuter avec eux,
et on a compris que voilà, ils avaient déjà eu une première proposition, mais qui se basait pas sur des choses très étayées. C'était vraiment histoire de mettre de la GV finalement. Et donc par rapport à ça, nous on a repris le process, on l'a un petit peu détricoté. Donc on a recalculé les cadences. On a bien sûr calculé un ROI, donc on a regardé par rapport au personnel qui travaillait à l'heure actuelle sur les tâches. Donc là, c'était un robot qui devait mettre en place en stock des palettes depuis une réception dans un stock sur rack. On a calculé un ROI sur le sujet, et finalement, en reprenant toute l'étude depuis le début jusqu'à la réalisation du ROI, pardon, on s'est rendu compte que c'était un projet qui avait un ROI de 20 ans. Donc, forcément, pas du tout adapté, et quand on a présenté ça à l'entreprise, ils ont bien dû admettre que finalement c'était pas la solution, et qu'il fallait mieux partir sur quelque chose de beaucoup plus simple et de plus manuel dans leur flux actuel, dans tous les cas. Donc ce que ça prouve, ce cas pratique, c'est que pour le coup, il faut vraiment bien définir, comme on l'a répété, c'est la solution en amont, et vraiment avoir des chiffres sur lesquels s'appuyer, mener une étude, faire des pré-chiffrages même auprès de plusieurs entreprises, avoir bien en tête son ROI, avoir en tête ses flux futurs, même des projections d'activité. On travaille beaucoup comme ça aussi au PASCA. Quand on fait une étude sur un flux, on le projette à un certain horizon en accord avec l'entreprise, pour que quand on met en place la solution, elle ne soit pas dépassée au bout d'un an. L'idée, c'est vraiment que ça dure dans le temps. C'est dommage. Ce serait dommage. Et donc la bonne pratique, c'est vraiment ça, c'est avoir des chiffres sur lesquels s'appuyer pour ensuite choisir une solution qui correspond réellement aux besoins. Et du coup, du côté de KUKA, est-ce que vous avez un exemple où justement la robotique mobile, elle a fait la différence? Peut-être en termes de ROI, en termes de possibilités d'évolution pour l'entreprise? J'ai envie de dire que les sujets qui déclenchent réellement, qui se lancent en investissement par les entreprises, oui, le ROI a été calculé, donc ils ont quasiment, je dirais quasiment tous, bien été définis en amont, et ça marche. Il y a quelques cas particuliers où on peut implémenter des AMR et le ROI n'est pas le critère principal. Ça nous est arrivé, mais c'est vraiment à la marge. Et c'est pour des domaines type le spectacle. Voilà. Ou ce genre de choses où derrière l'intégration du produit n'avait pas forcément. Le premier but, c'était pas de gagner en productivité ou que ce soit industriel, il y avait autre chose derrière. Mais là, les ROI ne se calculent pas de la même manière. Du tout. Mais oui, non, généralement, j'ai un exemple en tête, c'est une usine de fabrication de pièces automobiles pour un sous-traitant de BMW, où ils ont intégré donc 2 de nos AMR pour transporter des supports de pièces entre les machines de moulage et la machine de grenaillage. Là, le ROI a été très très rapide parce que l'opérateur, il pouvait se concentrer exclusivement sur sa machine à injecter pour faire son contrôle qualité et vérifier que toutes les pièces sortent conformes. Il n'avait pas besoin de perdre son temps à déplacer les pièces pour les emmener à la grenailleuse. Et en plus, ça a fait une pierre deux coups parce que ça a réduit les TNS énormément, parce que les sapins, enfin les supports de pièces sur lesquels ils transportaient les pièces faisaient 350 kg. Donc il fallait les pousser. Donc, toute la journée, les gens ils étaient usés à force. Et donc là, il y a un vrai gain sur ce genre de process. À la fois du gain sur du ROI et puis sur du gain sur de l'humain. Ouais. La robotique mobile, c'est pas non plus la seule voie vers la flexibilité. Il existe aussi d'autres solutions, on les voit derrière. Moi, je vais me tourner vers François. On a beaucoup parlé pendant la préparation de flux modulables, grâce à de nouveaux types de convoyeurs, notamment de convoyeurs magnétiques. En quoi est-ce pour toi un vrai changement sur la manière d'aborder les projets clients? Donc, le X-Planar, grosso modo, ça va être le X-Planar de chez Beckhoff, là. C'est un convoyeur magnétique multidirectionnel. C'est plus du convoyeur, du coup, c'est une table magnétique, on va dire. Et grosso modo, c'est un AMR à l'échelle de l'intérieur de la machine. Et ça nous permet beaucoup de flexibilité
Et on peut imaginer beaucoup de choses à partir de là. De notre côté, on va s'en servir pour intégrer un maximum de process et un maximum de fonctions directement sur l'outil de convoyeur magnétique. Ça veut dire des mouvements, pincer les pièces avec de navettes, des rotations, des process en aller-retour, des choses comme ça qui sont complètement différentes de ce qu'on peut imaginer avec de l'hippodrome, notamment. Grosso modo, un hippodrome, on va réfléchir comme... on peut faire l'analogie avec un train où tous les wagons se suivent et puis quand on arrête un wagon, tout s'arrête. Sur un X-Planar, par exemple, vous allez plutôt réfléchir comme la voiture autonome, enfin la voiture individuelle. Et donc, grosso modo, chaque navette, chaque voiture peut aller sur le post-process qui lui correspond. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs flux dans une même machine. On va pouvoir diviser ou regrouper le flux en fonction des... par exemple, si vous avez des post-process qui sont 2 fois ou 3 fois plus longs que le temps de cycle machine, la cadence finale désirée, vous allez pouvoir soit regrouper plusieurs navettes sous un même post-process, ou au contraire multiplier le nombre de post-process et avoir diviser le flux pour que chaque navette puisse accéder à son post-process, et ensuite tout regrouper derrière. Donc voilà, ça permet de changer complètement de la physionomie d'une machine par rapport à un convoyeur classique à bande ou à avoir un hippodrome. Donc ça, c'est des solutions qui nous permettent de nous différencier beaucoup, enfin différencier nos solutions par rapport à ce qui peut être imaginé dans un premier temps par les clients, ou qui peut être imaginé par nos confrères qui n'ont pas encore pris le pli de proposer ce type de solution. Voilà, c'est un changement de paradigme de notre côté. Est-ce que c'est pas aussi peut-être plus compliqué dans la phase d'avant-projet de dimensionner ce type? Parce que si on passe d'un flux unidirectionnel comme un hippodrome à j'ai des flux éclatés, j'ai des recettes multiples, comment est-ce qu'on le prend en compte? Il faut se creuser la tête. il faut de la data, comme ce que tu disais. Il faut simuler. Donc il y a des outils de simulation qui sont directement proposés par Beckhoff notamment. Mais il faut aussi, du côté intégrateur, chercher des solutions de simulation et permettre comment dire, d'exposer au client la solution de façon assez simple, mais avec beaucoup de recherche en amont pour pouvoir lui démontrer la possibilité d'utiliser ce type de solution. Alors, je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit. Tu as dit un truc intéressant, c'est la flexibilité. Et je pense que ça, c'est aussi le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on veut se concentrer souvent sur qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle et regarder, bon, ben, on a ce produit-là, on va automatiser ce produit-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de rendre cela flexible pour que par la suite, la machine que vous achetez, la transitique que vous achetez ou l'AMR que vous achetez, bah, soit évolutif pour accepter du coup le futur. Parce qu'investir dans un outil de production mais qui est obsolète parce que vous avez changé votre produit et il a évolué et du coup il est plus compatible avec votre outil de production, bah, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc c'est vrai que des fois ça coûte plus cher au début d'avoir un outil plus flexible, mais par contre par la suite bah, vous êtes autonome et gagnant. Du coup, je me tourne vers Florent. Est-ce que ça coûte forcément plus cher d'avoir ce type d'outil flexible, ou est-ce qu'il faut le penser différemment et on peut rentrer dans quelque chose d'intéressant? Peut-être Julien. Alors, de l'expérience que je peux avoir, les entreprises sont effectivement de plus en plus à la recherche d'outils flexibles. Et c'est là où finalement on se rend compte que les outils flexibles ne sont pas forcément plus chers que d'autres types d'outils. Par exemple, si je prends l'exemple de systèmes de stockage automatisés, donc par exemple ce qu'on appelle des mini-loads ou des shuttles, qui sont des structures qui permettent de stocker des bacs ou des colis dans les entrepôts. Il y a quelques années, encore pas si lointaines, c'était des choses qui étaient très en dur. C'était vraiment des rangées
de racks avec des bacs stockés et des mâts ou des navettes qui allaient chercher les colis et qui les sortaient des différents systèmes. Et depuis quelques années, on a notamment un acteur qui s'appelle Exotech qui est arrivé sur le marché avec des AGV qui font le même travail, mais de manière beaucoup plus flexible parce que les solutions sont beaucoup plus évolutives. On a un besoin supplémentaire, on rajoute un AGV. On a besoin de moins de cadence, on retire un AGV. Des choses qui sont beaucoup plus simples à mettre en place que de rajouter une allée complète de stockers comme on pouvait le faire à l'époque. Et je pense que dans ce cadre-là, ce sont des solutions qui ne sont pas spécialement plus chères que les solutions d'origine et qui sont plus flexibles. Donc voilà. Et du coup, ça permet de pouvoir s'adapter sans casser ce qu'on a commencé à faire. C'est ça. Exactement. Beaucoup plus simple à évoluer dans le temps et plus flexible, tout simplement. François, un dernier mot peut-être sur le côté très évolutif et penser le futur. Ouais, on va avoir tendance à proposer des solutions avec un CAPEX, donc une partie de la machine capacitaire qui va intégrer le process, et une partie flexible, modulable, évolutive, qui va permettre de s'adapter à la pièce, et donc la pièce ou le produit qu'on va traiter. Et ce qui peut être intéressant pour les clients, il y a des clients qui ont l'habitude de faire ça depuis des décennies, de réfléchir en termes de CAPEX et d'outillage dédié aux pièces. Mais c'est vrai qu'il y a des solutions innovantes plus flexibles qui nous permettent vraiment de réfléchir dès le début et à ce type de proposition. Donc ça permet d'être plus flexible et de laisser de la liberté à la pièce. Super. Du coup, on est en train de penser le futur. Pour vous, c'est quoi les ingrédients essentiels qui font qu'un projet autour de l'intralogistique, autour de la transitique, va pouvoir tenir la route dans le temps? Que cette route soit la même ou en évolution? Déjà un projet, comme on l'a déjà expliqué, un projet bien pensé en amont, un projet qui répond aux besoins, un projet qui a été anticipé pour les besoins futurs, un projet dans lequel on a intégré toutes les parties prenantes dès le début pour faire en sorte qu'il soit accepté et qu'il soit mis en place le plus simplement possible et que tout le monde soit, disons, porteur du projet et moteur sur le projet. Et puis un système flexible qui puisse dans le temps évoluer selon les nouveaux besoins de l'entreprise. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour qu'un projet d'automatisation tienne dans le temps. Après, il y a aussi des questions, par exemple, de maintenabilité, de maintenance qu'il faut aussi se poser quand on construit le projet. Voilà. Je vais compléter cette réponse avec une petite phrase assez sympathique qu'on aime bien discutant entre collègues. C'est la technique, c'est bien, mais il faut que ça marche. Et pour un projet qui puisse fonctionner dans un long terme, il y a un aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la sécurité. Parce que sur du papier, ça fonctionne toujours. Quand c'est mis en service et qu'il y a les ingénieurs qui connaissent parfaitement le produit, qui savent le maîtriser, qui le démarrent, ça va bien, mais une fois qu'ils ne sont plus là, il faut que ça continue à tourner. Et dans une usine, dans un environnement, il y a plein de choses qui sont changeantes. Il y a les opérateurs qui peuvent aussi tourner, parce que souvent, ça peut être des intérimaires. Il peut y avoir beaucoup de turnover dans les sociétés. Et pour que le moyen de production continue à perdurer et la même cadence, il faut qu'il soit bien étudié, il faut que la sécurité soit bien prise en compte. Pour moi, c'est important et c'est un travail qui est fait en avant-projet qui n'est pas à négliger, clairement. Je ne sais pas si je peux donner un exemple, mais ouais. Typiquement autour d'un AMR, quand un client demande, voilà, j'ai des pièces, elles font 2 tonnes, j'ai besoin de les déplacer du point A à machine B,
Et j'ai tant de disponibilité pour mon temps de cycle, donc il faut que je sois à 0,9, 0,8 mètres par seconde. Donc transporter quand même 2 tonnes de matière à ce rythme-là, c'est pas rien. Et oui, sur le papier, ça fonctionne bien, mais si derrière on a la sécurité qui est mal pensée et que vous avez fait venir un intérimaire qui connaît pas le produit, que derrière on déclenche un accident parce que ça a mal été pensé au départ. Après, c'est très engageant pour la société. Et voilà, c'est quelque chose pour moi qui est important, qui permet de faire perdurer les, les installations. Que dire de plus? Plein de Non. choses, j'en suis sûre. Non, je pense qu'il faut aussi rester sur des choses assez simples. Des fois, on veut tout automatiser et aller dans des choses assez complexes. Et nous, on n'est pas les utilisateurs, on est les fabricants. Donc, derrière, en partant sur des choses des fois trop complexes, on joue sur le côté fiabilité de la machine. Et du coup, je pense que des fois, il faut rester sur des choses très simples qu'on peut automatiser et d'y aller par étapes pour avoir quelque chose de robuste et qui tienne dans le temps et de satisfait aussi. C'est-à-dire que quand on veut tout automatiser, et ça arrive parfois, on se rend compte que en termes de TRS, on n'est pas à une performance à 100%. Du coup, l'intervention humaine est importante. Donc je pense aussi sur la partie durée dans le temps et un intérêt sur le ROI à investir sur ce genre de machine qu'il faut bien prendre en compte aussi cette simplicité et pas partir sur des usines à gaz trop complexes. Je vais rebondir là-dessus. Il y a le pendant de ça, c'est qu'il faut penser au coût global d'une solution, et y compris les coûts humains, les coûts d'énergie, les coûts de consommables. Il ne faut pas penser forcément que le coût de la solution en elle-même, de l'équipement dans lequel on va investir. Et donc à long terme, un équipement qui va être peut-être un peu plus dimensionné à court terme peut apporter beaucoup sur le long terme, typiquement avec moins d'intervention humaine éventuellement sur un process, qui fait que à l'investissement ça va être plus onéreux, mais le ROI va permettre de rattraper l'écart d'investissement assez rapidement. Donc effectivement, il faut faire attention à ce que ce soit acceptable par l'entreprise, mais voilà, il faut penser le coût global et pas simplement le coût mécanique. Merci Florian. Un dernier conseil pour une PME qui démarre. Comment est-ce qu'on démarre bien son projet? À part venez nous voir. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, pas forcément voir une PME qui veut se lancer dans la robotique industrielle ou la robotique mobile. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est d'aller voir les fournisseurs, les fabricants qui proposent ce type de produit. Aller se déplacer chez eux, voir des applications tourner, et pour réellement se faire une idée, parce que sur le papier, quand on regarde les vidéos sur Internet de diverses marques, on a l'impression que tout le monde y arrive et tout le monde sait faire. C'est les gros avantages du marketing. Mais c'est bien de se déplacer, d'aller voir physiquement le matériel et de se rendre compte des capacités qu'il a avant de poursuivre le process et de déclencher son investissement avec un intégrateur qui va intégrer l'ensemble du système complet dans son usine. Alors pour répondre à ta question, je pense que la première chose à faire, c'est d'appeler SPI. Non, la première chose à faire, c'est d'y aller progressivement. C'est un peu ce que je disais juste avant. C'est de commencer par des tâches simples, je pense, pour que tout le monde soit ancré dans cette stratégie, et on passe pas on fait tout en manuel et à un moment donné on fait tout en robotique. Il faut y aller progressivement, que tout le monde adhère à cette stratégie, et ça va se faire au fur et à mesure. Julien?
Alors moi, je dirais qu'il faut prendre le temps, ne pas se précipiter et mûrir un maximum son idée. Donc effectivement, aller voir des entreprises qui ont déjà fait des choses similaires, se renseigner sur les salons, sur les événements, ce genre de choses, euh, faire de la veille sur quand on va avoir une idée, essayer de la développer le plus possible, et puis après, effectivement, cadrer le besoin, et puis si nécessaire, se faire accompagner aussi. Ça peut être utile quand on se retrouve bloqué ou qu'on a besoin d'aide, tout simplement. Florent. Heureusement, il y a pas de- Euh, il y a un point à prendre en compte par les clients, les utilisateurs finaux, c'est toutes les contraintes d'environnement dans les ateliers, dans les usines. Il y a beaucoup de contraintes. Souvent, nous, en tout cas, on intervient dans des usines qui existent déjà depuis des décennies. Et les contraintes de l'environnement proche de l'équipement ne sont pas toujours prises en compte ou trop tardivement. Donc il y a les contraintes d'environnement et puis comment va se comporter le produit pendant le process en dynamique. Voilà, ça c'est des choses qui ne sont pas forcément appréhendées par l'utilisateur final et on est obligé parfois de faire de la simulation, simuler, prototyper pour voir comment ça va se passer. Et, voilà, c'est des écueils à éviter. Merci beaucoup. Du coup, moi, en vous entendant parler depuis le début, je retiens un certain nombre de choses, qui est commencer non pas par la technologie et par l'envie d'avoir une technologie, mais par le besoin et puis par le flux. Deux, intégrer des sujets de sécurité, et puis aussi des sujets de logiciel et d'intégration dès le départ, pas à la fin, pas 3 jours avant la réception, se dire ah tiens, la sécurité de l'analyse de risque. Quelque chose aussi, moi, qui m'a surprise en préparant la table ronde, c'est que penser la flexibilité dès le départ, c'est pas forcément plus complexe. Voilà, quand on l'intègre bien. Et après, surtout, cadrer le projet et se faire accompagner pour que le projet s'aligne sur les besoins, et non pas que le besoin soit aligné au chausse-pied sur les technologies qu'on a choisies. Voilà, ça c'est pas mal. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je pense que vous pouvez les applaudir, parce que c'était pas une thématique facile. Et du coup, c'est le moment où moi, je vous demande si vous avez des questions pour nos intervenants. Bonjour, merci pour vos interventions, c'était assez inspirant. Oui, j'avais une question en fait sur un point que vous n'avez pas abordé, c'est de savoir est-ce que des fois vous êtes contraint par un timing qui du coup bouscule finalement j'allais dire les axes qu'on vient d'aborder. Ça arrive, effectivement. C'est des projets où peut-être que l'entreprise va se dire à un moment ah, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et pour nous, en tout cas, il va faire appel à nous un peu tardivement et on peut se retrouver assez contraint sur les timings à faire des études avec des contraintes déjà existantes, notamment si on parle de bâtiments ou de choses comme ça, sur des constructions, on peut arriver à un moment du projet où tout est déjà arrêté et finalement il va falloir faire avec. Donc oui, ça peut arriver qu'on soit appelé un peu tard, et dans ce cas-là, on fait avec les contraintes, et on voit ce qu'il en sort, mais des fois, effectivement, ça peut fausser ou annuler un projet qui était pensé autrement par l'entreprise, c'est sûr. Ouais, c'est totalement vrai, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé et c'est un sujet que je rencontre régulièrement. Quand on va visiter une entreprise qui existe depuis des décennies, on a un besoin de flux logistique. Bon, ok, on ne peut pas faire sans. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand on est sollicité sur un cahier des charges et que le bâtiment n'est pas sorti de terre, mais que tous les plans sont faits, l'architecte il est passé et c'est feu, non, ça convient pas. Ce type de process ne convient pas avec la robotique mobile. Il faudrait déjà tracer tout le bâtiment avec les lignes de prod, vérifier que les voies de circulation correspondent à ce qu'on souhaite faire, parce que typiquement, si on veut croiser 2 AMR dans la même allée pour gagner du temps de cycle, du flux logistique,
faut que ça soit pensé dès le départ. Et il n'y a rien de mieux qu'un bâtiment neuf pour s'éclater, pour bien le définir. Mais si tout est déjà figé en amont, c'est trop tard et c'est compliqué de rattraper le tir. Alors on essaye de gagner des mètres carrés un peu à droite à gauche, mais souvent c'est dans le sens inverse. Voilà. Merci pour vos interventions, c'est super intéressant. J'avais une question sur les solutions de robotique mobile intelligente là, qui sont plutôt perçues comme une opportunité. Je pense qu'on est tous là aujourd'hui, on est tous d'accord sur le sujet. Et je voulais savoir si dans vos déploiements, ça a été parfois perçu comme un risque ou un frein à l'innovation, amener l'innovation chez les clients. Est-ce que des fois ça a été compliqué et si oui, comment vous avez pu lever ce frein auprès des clients? Compliqué sur le terme social? Sur l'acceptation du client à intégrer ce type de matériel par rapport à des solutions plus traditionnelles. Généralement, la direction ou les responsables de l'entreprise, quand ils signent pour investir, c'est qu'ils voient qu'il y a un gain, le ROI il est défini, donc de leur côté, généralement, il n'y a pas de problème. C'est plutôt effectivement la partie sociale avec le personnel sur place qui peut être un frein à retarder, carrément être un frein. Moi, j'ai vraiment une expérience où j'ai un responsable de production qui m'appelle, il me dit voilà, ok, l'année dernière, la cellule a tourné, mais depuis quelques semaines, là, ça repart en sucette, ça va pas. Mes stats sur la semaine dernière, j'ai sorti 2 pièces sur la journée de mardi. 2 pièces par jour, alors qu'on est censé en faire 80 à la journée. Quand même. Je dis, il y a un problème. Quoi. Excusez-moi, envoyez-moi vos logs, je vais regarder s'il y a un problème dans le système. On regarde en envoyant les logs, il y a 0 problème, sauf qu'il n'y a eu que 2 appuis-boutons. Voilà, on a fait 2 pièces. L'opérateur, il ne voulait pas la machine. Voilà. C'est plutôt ça, et c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, de dire, quand on est en avant-projet, d'inclure un petit peu tout le monde dans un projet qui change beaucoup. C'est ce qu'on a vu il y a des années sur la partie robotique industrielle. Il y a 40 ans, quand les robots industriels commençaient à rentrer sur le marché, beaucoup sur le marché automobile pour construire les voitures, c'était ça va prendre mon emploi, ça y est, c'est catastrophe, c'est la fin de l'industrie. Et en fin de compte, on se retrouve 40 ans après et c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, les pays industrialisés qui s'en sortent avec leur industrie, c'est ceux qui ont pu moderniser pour maintenir un coût de fabrication qui était stable. Donc effectivement, il n'y a peut-être pas autant d'emplois dans ces usines-là qu'il y a 40 ans, mais l'usine existe toujours. Et c'est pareil un peu pour la robotique mobile. On va devoir y avancer pour rester compétitif à un moment. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a plus de questions, je propose que vous continuiez les discussions avec nos intervenants autour de notre déjeuner networking buffet qui se trouve dans l'usine pilote, en plein cœur des différentes démonstrations. Et surtout, n'oubliez pas les ateliers de cet après-midi. Il reste encore quelques places pour les ateliers, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup et un tonnerre d'applaudissements. Merci.